Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui pour ce meet-up Tech Rocks. Je suis ravi d'animer ce meet-up autour de cette question, couramment abordée par les tech leads, la dette technique. Mais nous l'appliquerons aujourd'hui au monde de la data en parlant de data legacy. Pour me présenter brièvement, je suis Florian Baley et je travaille en tant que staff data engineer chez Back Market. Back Market, c'est une place de marché pour les produits reconditionnés qui sert d'intermédiaire entre particuliers et professionnels du reconditionnement. Les données sont cruciales, car elles favorisent la vente des produits reconditionnés les plus fiables et ainsi elles prolongent la durée de vie et en réduisant leur, impact environnemental. Pour ma part, j'interviens au sein d'une tribu data qui est composée de 3 équipes où nous rencontrons de nombreux challenges autour des données. En prenant en compte les 9 ans d'existence et le démarrage de notre stack sur une architecture monolithique, avec, une base de données centrale, nous faisons souvent face à des gestions de nos données historiques dans notre hypercroissance, particulièrement dans les projets de migration. Pour prendre un simple exemple, nous migrons vers une architecture orientée service où la production des données se décentralise avec la création de nouveaux modèles qui doivent cohabiter avec le bloc existant. Il faut donc constamment adapter notre modélisation, la collecte, la transformation et l'exposition liées aux données historiques. L'architecture évolue depuis le début et nous a fait grandir aujourd'hui à plus de 700 personnes. Donc nous prenons soin du legacy car il reste le cœur de notre savoir pour prendre des meilleures décisions. Il faut aussi s'adapter rapidement de plus en plus à de nouvelles sources de données pour répondre à l'expansion géographique en Europe, aux US et en Asie. Et donc apprendre à gérer cette dette technique pour nous permettre d'avancer rapidement tout en protégeant le savoir existant. Pour revenir à notre meet-up dédié aujourd'hui au data legacy, on va prendre le temps d'explorer les différentes formes prises par la dette technique dans la data, ses conséquences et ses coûts. Mais qu'est-ce que le concept de dette technique? C'est un vieux sujet inventé par Ward Cunningham, l'un des auteurs du manifeste agile. Il a dit que certains problèmes de code sont comme une dette financière. Une petite dette accélère le développement tant qu'elle est remboursée rapidement plus tard. Le danger survient lorsque la dette n'est pas remboursée. Chaque minute passée sur du legacy compte comme un intérêt supplémentaire sur cette dette. D'un point de vue des données, les conséquences peuvent être multiples. Nous allons le voir aujourd'hui. Il y a des coûts d'infrastructure data qui peuvent s'envoler, un time to market qui grandit fortement, des données qui rendent des définitions business impossibles, voire peu fiables, ou même recevoir différentes réponses pour les mêmes questions à en perdre un peu la vérité. De manière très large, on peut voir des différents types de dettes techniques en data, de par sa structure même. Côté production de données, la structure des données n'est pas forcément adaptée, pas optimale ou pas standardisée, voire inexistante par moment, ce qui conduit à une modélisation un peu complexe d'un point de vue, consommation. On peut avoir des types de qualité de données, la qualité se dégrade et les informations sont peu cohérentes, manquantes ou fatalement plus disponibles. Et on a d'autres types, ainsi qu'avec la point de vue architectural, le système n'est plus performant. Avec une nouvelle volumétrie, on ne s'adapte plus aux sources de destination. On a beaucoup de problèmes de disponibilité où cela revient très cher. D'un point de vue de la documentation aussi, ça peut être un type de dette dans la partie data qui décrit le besoin de savoir où provient cette donnée, qui sont les propriétaires ou qu'est-ce qu'elle veut dire, sont un challenge supplémentaire. Mais il existe également, d'un point de vue sécurité ou légal, une dette qui peut risquer, à avoir des fuites de données ou des attaques externes. Donc des adaptations légales et sur la protection des données sont toujours, recommandées. Plus particulièrement, nous nous poserons la question de savoir, avec nos interlocuteurs d'aujourd'hui, quelle est la particularité de cette dette dans le monde de la data? Comment la maîtriser en faisant des choix, d'expérimenter, de tester et de prendre des décisions de plus en plus rapidement? Si de nouvelles fonctionnalités sont nécessaires de toute urgence, alors peut-être vaut mieux accepter cette dette et la gérer le moment venu. Avec de plus en plus de production et de consommation de données, comment rendre visible cette dette pour décider de vivre avec ou investir dans une nouvelle solution? Dans un contexte où on parle de plus en plus de contrats et de qualité de données, en passant du big data au small data, comment s'assurer que les données produites sont de confiance, correctes, à jour et documentées? Quand il s'agit de créer une nouvelle entreprise ou faire face à l'hypercroissance, quels réflexes devons-nous adopter pour ne pas créer un futur data legacy ou manquer des opportunités liées à un manque d'analyse de données historiques? Enfin, comment nous impacte financièrement cette data legacy, avec des coûts d'infrastructure de plus en plus importants, des solutions de plus en plus nombreuses? Bref, nous allons voir aujourd'hui comment diffuser toutes les bonnes pratiques, sensibiliser et convaincre le produit, la tech et le business d'agir collaborativement pour la maîtriser. Pour échanger sur ces questions, nous serons ravis d'accueillir 3 brillants speakers avec lesquels nous aurons un échange passionnant en toute transparence sur ce sujet pendant 30 minutes.
À tour de rôle, pendant 10 minutes, nous aurons différents témoignages et cas concrets de la part de nos intervenants. Nous aurons le plaisir de commencer avec Claire Gouze, qui a débuté en data science chez BCG Gamma, l'entité data science du BCG. Elle est depuis 2 ans Head of Data chez Sunday, où elle gère tous les aspects data engineering, analytics et data product. Elle partagera avec nous la valeur de régler cette dette technique et les enjeux de transformation vers une nouvelle plateforme. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Victor Pumer, qui viendra me rejoindre ensuite sur la scène. Il a un parcours chez VP, il a travaillé dans différentes équipes analytics, science et gouvernance avant de prendre en charge l'équipe data platform. Il viendra partager son expérience sur comment la stack a été transformée ces 3 dernières années et comment ils ont géré leur legacy. Et enfin, à son tour, Edouard Rib, avec plus de 10 années dans la tech et une expérience entre les US et en Europe, il est aujourd'hui CPTO de Manymore. Il échangera avec nous sur les différentes phases de gestion de la dette et comment il a géré sa croissance au sein de Manymore. Nous garderons 15 minutes pour échanger et répondre à vos questions à la fin. N'hésitez pas à utiliser le chat à votre droite de l'écran pour vous poser des questions et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin avec les intervenants. Mais sans plus tarder, j'appelle notre première intervenante, Claire, à me rejoindre sur scène pour partager son témoignage chez Sunday. Bonjour à tous. Du coup, si je peux vous raconter un peu notre témoignage, enfin, ce qui s'est passé nous chez Sunday. Je pense que quand on parle de data legacy, il y a 2 façons un peu de créer de la data legacy. Il y a construire des solutions performantes obsolètes dans le temps. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va avoir dans des structures plus anciennes, notamment parce que les outils en data vont devenir rapidement obsolètes aujourd'hui. Et il y a une autre façon de construire de la dette, c'est de la construire, disons, dès le départ, c'est-à-dire construire des solutions en data qui vont être de base faites pour rester temporaires. Donc nous, chez Sunday, on est une startup qui a 2 ans d'existence et qui va très vite. Donc pour la data aussi, ça doit aller très, très vite. Et quand je suis arrivée il y a 2 ans, donc la stack n'existait pas et il a fallu centraliser les données, exposer les données au business, sans forcément prendre le temps de poser les bonnes bases de la stack. Donc du coup, pour répondre rapidement aux besoins du business, j'ai construit sur l'existant. Donc par exemple, j'ai construit sur les bases Postgre qui existaient. J'ai développé des ETL ad hoc pour chaque besoin d'ingestion. Toujours dans l'optique de livrer rapidement, de livrer la semaine d'après. Et puis finalement, en fait, cette stack, elle a pris 1 mois à construire, à décommissionner. Et au début, ça posait pas forcément de problème, cette stack un peu bancale. Mais petit à petit, en fait, comment est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu parce que tout d'abord, il y avait des problèmes de performance. Donc, plus on avait de données, plus on avait d'utilisateurs et plus en fait, ça perdait du temps à tout le monde. Donc l'équipe data prenait beaucoup de temps à produire cette analyse. Les équipes business prenaient 5 minutes à charger un dashboard. Et ça perdait beaucoup en productivité pour toutes les équipes. Et le deuxième impact que ça a eu pour nous, c'est aussi une perte en flexibilité d'itération sur la stack. C'est-à-dire que dès qu'on devait faire une modification sur un champ, sur une ingestion, ça prenait 2 semaines, alors qu'avec la stack qu'on a aujourd'hui, ça peut être fait en 2 heures. Et donc, on voyait ces impacts arriver petit à petit, mais il fallait, enfin, pour pouvoir s'attaquer à résoudre cette dette technique, le plus gros obstacle pour nous, ça a été de vraiment faire comprendre aux équipes non tech l'intérêt de s'attaquer à cette dette technique. Et donc, ça passe par leur montrer très concrètement quels sont leurs pain points aujourd'hui et pourquoi c'est lié à la dette technique et pas juste à la non-performance de l'équipe data. Et donc, c'est leur parler de choses qu'ils connaissent. Donc, par exemple, le fait que les dashboards prennent du temps à charger, le fait que les datas soient pas consistantes entre plusieurs endroits, le fait que les reporting cassent du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi, et que ce soit eux qui nous préviennent quand un reporting casse. Donc, le plus compliqué, c'était vraiment de leur montrer tous ces pain points qu'ils avaient aujourd'hui et de leur expliquer que c'était lié à la legacy qu'on avait construite. Et donc ensuite, de les convaincre de nous protéger un peu de temps, parce que qui dit un peu résolution de la data legacy dit on arrête la data legacy, on fait un feature freeze
et on prend le temps de travailler sur la nouvelle stack, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. On a imposé un feature freeze de 3 mois à peu près, où on intégrait, vraiment tout ce qui enfin, que ce qui était très, business critical. Et on travaillait, disons à 80 du temps sur l'implémentation de la nouvelle stack. Hem Et ça aussi, c'était aussi un gros challenge, c'est comment est-ce qu'on protège son équipe pour, travailler sur la migration, et comment est-ce qu'on assure la continuité entre la nouvelle stack, et l'ancienne stack. Donc on a essayé de le faire le plus progressivement possible en débranchant des bout par bout, l'ancienne stack pour pas qu'il y ait, un bouton à appuyer un jour et tout est changé et en fait, le jour où on appuie sur le bouton, on a juste supprimé, l'ancien, mais la nouvelle stack était déjà feedée, de façon indépendante. Voilà, un peu l'expérience que j'ai eue sur la data legacy. Je ne sais pas s'il y a des questions, Super intéressant, Claire. Mmh. Justement, quand tu parlais de rendre visible cette dette, comment vous êtes arrivé à la rendre visible, d'un point de vue très concret? Parce que la data, c'est quand même très abstrait, c'est très difficile d'avoir des angles de vue différents dessus. Comment vous avez communiqué ça à différentes parties prenantes? Mmh. Bah, il y a des façons très concrètes de le faire avec des chiffres, parce que nous, par exemple, on utilise, Metabase en outil de visualisation et on peut sortir les données de chargement des dashboards. Donc juste concrètement, sortir le temps moyen de chargement d'un dashboard, et de montrer, disons, aux gens du business combien de temps, leurs équipes perdent à, charger un dashboard, bah, c'est assez parlant. Hem Et une autre chose, c'est le business venait avec des projets et on leur disait: «Bah, OK, si on le fait sur la stack actuelle, ça va nous prendre, disons 1 mois et si on le fait sur la nouvelle stack, bah, peut-être que ça va nous prendre 1 mois et demi, mais en fait après, on pourra le faire en 1 semaine, le prochain projet, quoi». Donc c'est vraiment, prendre leur use case et leur montrer quelles auraient été les différences entre l'ancienne stack et la nouvelle stack. Super clair. Tu as pris l'exemple de Metabase qui permet de faire du easy dashboarding, en fait, simplement de partie de tout le monde, n'importe qui peut accéder et faire son dashboard pour avoir ses propres, réponses aux questions. Comment vous vous êtes assuré de ne pas créer de la dette avec cet outil, en le mettant en place sur des données qui sont un peu brutes ou qu'il y ait pas de source de Mmh. vérité commune? Ouais, alors ça a été beaucoup de travail en chambre, en fait, parce qu'avant, on était, très, open dans la façon dont on partageait la donnée, c'est-à-dire qu'on partageait la donnée de façon quasi brute. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on filtre énormément ce qu'on partage aux gens non tech. Ce qui fait qu'en fait, on leur met des barrières desquelles ils ne peuvent pas dépasser. C'est-à-dire, par exemple, on a un KPI principal qui est l'adoption de notre solution et il faut faire beaucoup de nettoyage sur la donnée avant de le calculer. Ce qu'on fait, c'est qu'on pré-nettoie toute la donnée et qu'on leur met à disposition que la donnée pré-nettoyée. Ce qui fait que, n'importe qui dans l'entreprise, peut calculer le KPI et on sait qu'il aura le même chiffre que son voisin. Du coup, les gens créent beaucoup sans limite. Ils ont accès à tout, mais en chambre, on fait le nettoyage qu'il faut avant, quoi. Super clair. C'est parfois difficile un peu d'investir du temps, pour faire une nouvelle solution. Comme tu l'as dit, il faut essayer de convaincre, il faut essayer de rendre visible cette dette technique. Aujourd'hui, basé sur ce constat, après avoir délivré la nouvelle plateforme, quel est le retour que vous avez en interne des usages, de la manière dont vous travaillez maintenant? Bah, je pense que sur le moment, effectivement, ce travail, il a été mal compris. Mais qu'avec le recul, on a eu plutôt des retours positifs et c'est je pense que c'est gratifiant pour l'équipe parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps en chambre, qui est pas forcément du temps intéressant, en fait, de faire cette migration. On n'est pas forcément très content de le faire non plus, mais on le fait. Et à la fin, en fait, ce qui a été très visible par les équipes, je pense, c'est la rapidité, de la nouvelle stack. Donc d'avoir un dashboard qui charge en 1 seconde au lieu de 10 secondes. Et 2, aussi la facilité d'utilisation de la nouvelle donnée parce que, on a fait en sorte que, bah, ça apporte de la valeur au business, et pas juste, à nous. Et donc tout ce sujet dont je parlais de cleaner la donnée, simplifier la donnée, ça a beaucoup, aidé le business qui maintenant peut faire, des queries en autonomie sans réfléchir trop à tous les filtres à faire et cetera. Donc on a eu des retours assez positifs sur le côté user friendly de la donnée qu'il y avait pas avant, quoi. Super clair. Et du coup, sur,
Qu'est-ce qui aurait pu arriver, à ton avis, si on n'avait pas géré cette dette technique de votre côté? Enfin, quel scénario il aurait pu Mmh. être possible? Une dégradation, un arrêt de disponibilité des données? Bah, en fait, c'est simple parce qu'on l'a vu arriver. C'est-à-dire qu'on a eu un truc assez magique je pense le jour où on a débranché nos anciens ETL, heu et branché sur les enfin, on les avait pas débranchés, on avait toujours nos anciens ETL qui feedaient les bases Postgre et on avait réussi à brancher en parallèle les nouveaux ETL et tout d'un coup, l'ETL a cassé, heu et c'était un ETL sur une cloud function Google et on comprenait vraiment pas pourquoi ça cassait. On allait dans les logs, on comprenait pas et surtout, c'était un problème qui était arrivé avant, qui s'auto-résolvait. Il arrivait de façon de plus en plus récurrente et on savait pas comment le résoudre. Et le moment où on a branché une nouvelle ETL, en fait, juste le truc, c'est plus jamais auto-résolve. Donc, concrètement, si on n'avait pas résolu cette, dette technique à temps, oui, il y aurait eu des données qui auraient plus été disponibles, il y aurait eu une rupture de service pour le business, quoi. OK, on a une question, du chat, juste avant d'accueillir Victor. Tu parlais d'un legacy, d'une nouvelle stack. Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'informations, en fait, sur l'ancien et sur la nouvelle stack que vous avez? Ouais. Alors avant, en fait, on avait, donc nos datas qui étaient stockées dans des bases Postgre. L'ingestion, et la transformation se faisaient par des ETL Python, codés un peu maison, qui tournaient sur des Cloud Functions. Donc c'était quand même assez, maison et rudimentaire et maintenant ce qu'on a, c'est, de l'ingestion qui est faite par Airbyte, toute la donnée qui est stockée sur BigQuery et les transformations qui sont faites par dbt. Du coup, c'est vraiment des outils, quasi no code, ce qui fait que nous, on itère beaucoup plus vite, qu'on peut livrer beaucoup plus vite au business et tout est très performant. OK, ce qu'on appelle un peu communément la moderne data stack, Ouais, avec les exactement. différents les différents composants. Super, merci Claire. Tu peux rester avec nous, on va accueillir, Victor pour, son témoignage chez VP. Vous m'entendez bien? Ouais, ça fonctionne, Florian? Hello Victor. Hello. Bonjour à tous. Je vais commencer par, le même sujet en fait, la question, d'avant. Je vais expliquer un peu, ce qu'on avait chez VP il y a 3 ans, ce qu'on a maintenant et mon idée, c'est de montrer tout ce qui a pu se passer au milieu et tout le legacy que ça a pu générer. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la plateforme, chez VP, donc des questions, plutôt d'ingestion de données ou de mise à disposition derrière au reste du monde, donc les produits qui veulent consommer la donnée consolidée ou des produits externes. Donc on reviendra un peu plus sur ce thème-là et sur le data legacy dans ce genre d'équipe. VP, il y a 3 ans, c'était aussi une base Postgre au centre de tout ce qu'on faisait. On travaillait sur Greenplum. C'était quelques algorithmes de machine learning qui fonctionnaient sur des machines GPU maison et des procédures SQL qui étaient orchestrées via Informatica. Donc, on utilisait Informatica pour sélecter la donnée, pour la transformer éventuellement via ces procédures et on faisait tout ça dans Greenplum. Globalement, la data, c'était une grosse équipe BI en fait, qui gérait tout. On avait, pour donner des chiffres, 75 téraoctets de données stockées, donc c'est pas énorme. C'est toujours pas énorme hein, ce qu'on fait chez VP, mais on est passé avec notre nouvelle infrastructure à 600 téraoctets de données. Donc on a multiplié par 10. La nouvelle infra, c'est quoi? C'est du full GCP. Hein. On fait du cloud, donc c'est BigQuery au centre de tout ce qu'on fait. Évidemment, toutes les API, que ce soit pour les produits de machine learning ou pour les produits d'ingestion ou d'extraction, ça va tourner sur Kubernetes, sur GKE. Et on schedule le tout avec, alors pour ce qui est des transformations DBT, mais la partie scheduling, c'est du Airflow. Donc Composer chez Google. Tout le pipeline, ça va être Dataflow, voilà, les outils managés Google. Est-ce qu'on a multiplié ce qu'on faisait avec notre donnée par 10 Non, pas vraiment. En termes ce qu'on faisait avec notre donnée. Si, en réalité, on a multiplié les usages et les use cases. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de produits vraiment machine learning, data science, beaucoup d'use cases côté analytics et évidemment une partie BI, donc vraiment la partie data visualisation qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant, puisque maintenant,
on a un concept de self-service où en fait, on va essayer d'accompagner les équipes. On a plus de 1200 personnes qui sont consommateurs de MicroStrategy, notre outil BI chez VP, et du coup, qui vont aller eux-mêmes construire leur propre dashboard. Donc, il y a vraiment une question de les faire monter en compétence sur la connaissance de la data et ce à quoi ils peuvent accéder. Contrairement à avant où on faisait les dashboards pour eux et les équipes BI créaient les dashboards pour les équipes métiers. Bref, donc la partie source, production de la donnée, elle n'a pas été multipliée par 10. C'est là où je voulais en venir. En réalité, VP ne fait pas 10 fois plus de visiteurs qu'il y a 3 ans, ou on ne fait pas 10 fois plus de colis dans les entrepôts, donc on ne génère pas 10 fois plus de données. Par contre, nos usages et ce qu'on fait de la donnée vraiment a complètement explosé avec la nouvelle stack. Pareil, les équipes qui gèrent tout ça ont complètement changé. On est passé, comme je disais, d'une grosse équipe BI à, on a entre 50 et 60 experts data chez VP sur 6 périmètres, de la partie factory qui gère vraiment les applications d'ingestion d'extraction, les parties transverses comme les SRE, qui vont être spécialisées plutôt sur GCP, et après les équipes de transformation, donc la gouvernance qui va s'occuper vraiment de la transformation, la partie modélisation de la donnée, de la partie qualité, de la partie documentation de cette donnée-là, les équipes BI qui vont faire la partie dashboarding, et derrière, ceux qui apportent la valeur ajoutée, data science, et bien que le reporting soit aussi évidemment la valorisation de la donnée, mais derrière, ce qui va nous permettre d'augmenter les taux de conversion, les visites, donc les algorithmes de data science, et les analyses, les analyses sur les A/B tests qui sont menées par les data analysts. Donc en 3 ans, on a changé beaucoup de choses, on a changé les gens, on a changé les outils, les gens, je veux dire les compétences, les métiers qu'on a, ils sont profondément transformés. Et ce sujet de dette technique appliquée à la data, évidemment, il est omniprésent chez nous à tous les niveaux. Quand on reprend le software craftsmanship, bon, la dette, c'est vraiment le code qu'on a livré, mais sur lequel on sait qu'on va devoir revenir. Donc, le legacy va être partout. Enfin, la dette, elle va être partout en réalité dans ce dont on hérite, le code qui a été développé il y a quelques années, celui dont on hérite de quelqu'un d'autre, celui que nous-mêmes on a fait il y a quelques temps, et aussi celui qu'on écrit en ce moment, parce qu'on sait que c'est une solution temporaire ou parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui est drivé par un besoin un peu business ou imminent, et que du coup, on a une solution temporaire. Donc, on sait qu'on est en train d'écrire de la dette technique. Appliqué à la data, au monde de la data, ça se traduit comment ? Des pipelines qui vont sourcer des tables ou des producteurs de données qui sont temporaires. Ça peut se traduire sur l'aspect transformation, où on va aller faire des transformations ad hoc pour répondre à un besoin spécifique, ou pour mettre des règles de calcul un peu à la volée pour répondre à des problèmes de qualité. Et sur la partie machine learning, ça pourrait être des règles, pareil, déterministes qu'on va aller appliquer en entrée de nos données ou en sortie de nos algorithmes pour revenir un peu à la réalité et contraindre un peu pour des sujets de forecasting, de prédiction, pour revenir sur des choses plus réalistes, plus proches du business. Encore une fois, pas lié à des problèmes de qualité de la donnée. Chez VP, on a eu tous ces problèmes-là, évidemment, comme je pense partout, chez Florian ou Claire. Par exemple, sur la partie machine learning, on se retrouve à avoir, par exemple, développé des algorithmes en parallèle de la transformation de toute la stack. Mais quand on fait ça, les besoins business, malheureusement, n'attendent pas. Donc, on se retrouve à développer beaucoup de choses en parallèle, en termes de sources, en termes de transformation. On déduplique les mêmes transformations sur les mêmes entités données. On ne fait pas forcément la même chose. On a des règles de partout. Et en fait, quand on multiplie ça à l'échelle des produits, à l'échelle des entités de données qu'on peut avoir, ça devient vite un problème. Et tous les mois, on fait des dizaines et des dizaines de choses spécifiques ou ad hoc qui vont s'additionner les unes avec les autres. Donc, évidemment, le temps, tu parlais de time to market tout à l'heure, Florian, le time to dashboard, on va dire, pour une entité de données, il est énorme. Il est de plus en plus long. Sur la partie ingestion, la dette, elle va se traduire chez VP, par exemple, on a fait beaucoup d'acquisitions en Europe, donc des systèmes différents, donc c'est du commerce, mais des systèmes différents, des modélisations différentes, des produits software qui généraient des entités qui n'avaient pas vraiment la même structure.
je crois que tu en parlais aussi tout à l'heure, Florian, quand vous vous retrouvez à avoir des sources dans différents pays, alors différents continents. Chez VP, on n'est pas encore concerné. Donc pour l'instant, on fait tout dans une zone Europe, mais on va avoir différents systèmes qui produisent des choses qui sont techniquement différentes ou structurellement différentes, mais qui ont la même valeur pour le business. D'accord ? Donc des produits, des stocks, des commandes. Et donc derrière, on va évidemment créer plein de legacy pour avoir toutes les règles qui vont nous permettre de mapper le legacy avec la target, la modélisation cible. Mais il faut-il encore avoir une modélisation cible qui correspond et qui va avoir une vision assez large pour être pertinente sur plusieurs années. Voilà. Super intéressant, Victor. Il y a un point dans la partie, dans ce que tu expliquais, on a parlé beaucoup de nouveaux outils avec Claire sur comment ça pouvait améliorer, réduire le time to market. Il y avait une partie aussi sur la partie organisationnelle. En fait, les personnes, comment on fait pour que des compétences, des équipes qui travaillent sur un legacy, à une certaine expertise, comment arriver à les convaincre ou les former pour aller sur de nouvelles technologies comme GCP ou autre, ce que vous avez fait chez VP. C'est particulier. Il y a sur une équipe comme on a aujourd'hui, on va avoir des personnes qui ont des compétences très différentes. Pour faire un changement global de toute la stack, en réalité, ça va impliquer un peu tout le monde, mais en même temps, on va pas révolutionner les méthodes. C'est-à-dire qu'on va changer d'outil, mais globalement, les choses, c'est-à-dire qu'on fait toujours des transformations SQL. DBT aujourd'hui, c'est de l'orchestration de requêtes SQL. Quand on orchestrait des procédures Postgre, des procédures SQL avec Informatica, fondamentalement, c'était la même chose. Donc derrière, il faut montrer la valeur. On a parlé de montrer la valeur au business en termes de réduire le temps pour charger les dashboards. Bon, la technologie de stockage qui est derrière va être plus efficace, donc oui, c'est pertinent de changer. Nous, ça peut être la même chose. DBT, c'est un outil qui a, en termes de facilité, de thèse, d'amélioration de la qualité, de temps de développement, qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile que Informatica ou que orchestrer des procédures sur une base Postgre. Donc, il y a l'aspect, techniquement, la vie va être plus facile pour les développeurs. Ça, c'est sûr. Après, les performances sur une stack cloud comme GCP sont l'argument principal. Quand on veut faire du machine learning, je veux dire, la question se pose très peu. Il y a un aspect intéressant pour revenir sur ce que moi je fais, plutôt la partie factory, on va dire expertise cloud, c'est que quand on va faire tourner des algorithmes ou des produits dans Kubernetes, avoir une expertise cloud là-dessus, ça permet aussi de délester un peu les équipes qui ont une valeur ajoutée sur la modélisation ou sur vraiment la connaissance de la data, et de leur enlever cette partie. Bon, il faut derrière administrer le système, faire tourner ces choses-là en production, avoir du monitoring, ouais. Donc on peut aussi les convaincre là-dessus, quoi. Ouais, exactement, totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a, comme tu le disais, en fait, on monte en abstraction, mais les concepts et l'engineering qui est fait d'un point de vue data est assez vieux. Le fait qu'on passe sur des services plus ou moins managés avec différents niveaux de disponibilité un peu plus à jour fait qu'en fait, on maîtrise. Donc, les personnes changent juste et se concentrent plus sur là où c'est cœur, la modélisation, la connaissance de l'entreprise, le cœur de métier, en fait. Davantage qu'aller dans les profondeurs. Mais si le profondeur est géré, il faut juste avoir cette volonté et cet engouement de changer, en fait, de technologie. Après, on est dans un domaine où, comme disait Claire, où ça change énormément. Il faut forcément avoir des gens qui ont une appétence pour aller chercher les nouvelles technos, les appréhender, les tester et les mettre en place. Même si les concepts n'évoluent pas fondamentalement, quand même les outils évoluent beaucoup. Donc, exactement. L'écosystème est très large et il faut être curieux en data. C'est vrai que c'est un prérequis. Merci, on va accueillir, tu peux rester avec nous, Victor, on va accueillir Edouard qui va nous présenter son témoignage. Merci Florian et bonjour à tous. Donc, alors nous, côté Menimore, en fait, la partie Data Legacy, on y a été assez confronté par rapport à ce que disait Claire sur en fait, une forme d'obsolescence dans le temps. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, notre projet, il n'est pas si vieux que ça, finalement, il a peut-être 3-4 ans. Et en fait, on a été face à une croissance assez forte. En fait, on est passé de 10 à 80 sur les 2 dernières années et demie.
Alors en fait, au démarrage, on était une petite boîte, on faisait plutôt de l'algo en finance, en fait, des outils de productivité pour des conseillers financiers, en gros, pour qu'ils puissent distribuer plus facilement des choses comme des assurances vie et des PER. Et très vite, on s'est rendu compte que pour croître, en fait, il faudrait qu'on diversifie un peu notre portefeuille, et c'est là où on a commencé à rentrer dans de la data. Parce qu'en finance, en fait, bon, c'est très bien de faire on va dire, un petit peu d'algorithmie, des produits de recommandation et autres, mais en fait, on a un gros enjeu qui est la consolidation de données financières à partir de sources multiples. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le domaine de l'investissement, qui est le nôtre, dans le domaine du prêt, dans le domaine de l'assurance. Alors, pour faire ça, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait du M&A. Donc, on a rejoint une autre structure qui était plus grosse que nous, d'ailleurs, qui nous a porté justement à 60-70. Et on a fait ça il y a maintenant 2 ans. Quand c'est arrivé, en fait, on a rencontré dans cette boîte-là, justement, une boîte qui avait 10-15 ans d'existence et qui avait un portefeuille, on va dire, un peu ancien. Parce que je pense que ça parlera peut-être à un certain nombre d'entre vous. On avait pas mal de surprises, finalement, qu'on n'avait pas forcément vues dans la partie due diligence. Alors, la surprise principale sur la partie Data Legacy, ça a été, on avait un produit data. Alors déjà, on avait une chance, on avait un produit data. C'est-à-dire qu'en fait, on vend de la donnée agrégée, en fait, et consolidée à un modèle unique à nos clients, avec un modèle de pricing, tout ce qui va bien. Et alors, quelque part, jour 1 officiel de la fusion, on ouvre notre modèle de support, on se dit, voilà, tout va bien. Et en fait, le modèle de support était en train d'exploser. Donc, en fait, l'outline chez nous avait 10 à 15 000 appels juste parce que la donnée, sa qualité était complètement foireuse. Voilà, petite surprise du legacy au jour 1 de la fusion, c'était ravissant. Bon, ça se traduit aussi par des problématiques comme quoi, après, on a du churn sur nos clients et ce genre de choses. Mais en fait, fondamentalement, ce qui se passait, c'était quelque part, en fait, la partie data et le produit associé, c'était un petit peu endormi. En fait, on avait une accumulation de bugs au fur et à mesure du temps. En fait, sur de l'ETL, ça consiste à quoi? C'est que les flux ETL sont cassés ou en tout cas sont pas rétablis suffisamment rapidement pour assurer une quantité de service. Et ça faisait que nos clients étaient assez peu ravis, si on peut dire comme ça. Donc l'année, en fait, ça, on a vu ça du coup il y a 2 ans. L'année 1 en fait, de la fusion, ça a été une période d'assainissement. Donc en fait, on a formé une forme de gouvernance donnée assez spécifique, dans lequel l'enjeu 1, c'était réduire le backlog de bugs, si je peux le dire comme ça, faire en sorte qu'on ait un index de qualité, un premier index de qualité qui soit à peu près propre, et arriver à piloter l'année comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette affaire-là nous a amené à réassainir non seulement un petit peu notre produit, donc maintenant il est stable, ça va à peu près, mais ça donnait lieu à la génération d'un produit supplémentaire, parce qu'en fait, on a fabriqué un produit qualité des données. En fait, on vend à nos clients en fait, de la mesure de qualité aujourd'hui, en plus de la data en elle-même. En fait, c'est une opportunité qui est peut-être un peu spécifique à notre milieu, mais en fait, ce qu'on fait fondamentalement, c'est que on agrège des informations sur des contrats financiers de plein de sources différentes. Et quand on fait ça, en fait, on est capable de mesurer la qualité de la donnée que nous fournit une banque. Donc, vous prenez un contrat financier qui a 10 ans, dans lequel en fait, un individu a fait des versements, des arbitrages, enfin tout un tas de trucs. En fait, on est capable de dire aujourd'hui assez finement si la banque en fait, n'a pas réussi à rétablir l'historique du contrat. Et en fait, pour un conseiller financier ou un broker, qui en fait est notre client final, ça a pas mal de valeur parce qu'en fait, c'est là-dessus que lui peut faire des recommandations ou doit faire des activités réglementaires. Donc, s'il est capable, en plus d'avoir la donnée, d'avoir un index de si en fait, ces décisions sont probablement éclairées ou pas, ça a de la valeur. Donc ça, c'était un peu un truc intéressant qui est sorti. Et aujourd'hui, dans notre transformation, on est sur une phase où on a relancé de la croissance en fait sur ce type de produit, parce qu'une fois que la base est assainie, qu'on a un index de qualité, qu'on est un peu plus stable, en fait, on a refinanciarisé quelque part complètement notre produit, notre façon de faire. Et on se dit, si on veut croître, si on veut rajouter en fait des partenaires, si on veut rajouter de l'infrastructure, en fait, on a complètement revu notre structure de pricing. Et on est capable d'identifier aujourd'hui sur le marché, en fait, quels sont les gens qui seraient intéressants pour nous d'agréger dans notre cœur de métier, pour finalement faire plus de chiffres et d'être capable de prioriser tout ça. Et en fait, en fur et à mesure, ce qu'on est en train de piloter maintenant, ça nous permet non seulement de croître, mais aussi de professionnaliser nos équipes. Parce que ce qu'on a fait en arrière-boutique, c'est que du coup, on a resegmenté quelque part la connaissance en fonction de quelque part nos périmètres d'agrégation. Et on a fait des sous-équipes, en fait, un peu comme des feature teams, mais plutôt orientés data chez nous. Et donc ça, c'est un peu l'enjeu, c'est d'arriver à bien asseoir ça cette année. Et ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, du coup, dans cette transformation, non seulement la legacy sera quelque part un peu derrière nous, mais ce que j'aimerais aussi, c'est que le système en tant que tel soit un petit peu autogénératif et autonome, c'est-à-dire que finalement, les équipes soient capables en fait, de tout auto-prioriser
S'il y a un petit peu d'évolution à faire, parce qu'il y a de la maintenance typiquement notre stack, c'est pas mal de MariaDB sur lequel on pond du SQL custom. En fait, on a des problématiques en fait, qui sont plutôt, on va dire, sympas, c'est-à-dire que nous, on n'a pas trop de problèmes de performance. En fait, tous nos calculs doivent tourner plutôt la nuit. Donc, si ça tourne en moins de 7 heures, on est à peu près ravis, on va dire ça comme ça. Donc, grosso modo, qu'ils puissent arriver à faire un petit peu leurs optimisations eux-mêmes de manière autonome sur ces contraintes horaires-là. Et voilà, donc c'est plutôt vers ça qu'on va. Et finalement, nous, la façon dont on a géré, en résumé un peu le legacy, c'est plutôt essayer de comprendre quel était notre problème de fond, l'objectiver un peu d'un point de vue avec beaucoup de métriques business, le faire remonter le plus haut possible quelque part dans notre chaîne hiérarchique. Et puis, on l'adresse un petit peu progressivement, étape par étape. On traite la base, on assainit, on met un peu de métriques de qualité, on met des métriques de croissance, en fait, derrière, pas mal financières. Et puis, après, on essaie de rendre le système autonome, quoi. Merci pour le partage, super clair. La question qui me vient, c'est est-ce que tu crois qu'en étant dans un milieu de la finance, la discussion autour du legacy et de l'impact financier de cette dette-là est plus facile dans une entreprise plutôt qu'une entreprise dans un autre secteur? Je pense que oui, parce qu'en fait, de par nos business models en finance, la donnée est quelque chose qui vaut très très cher, et qui est un peu au centre de l'attention. Donc ça, c'est un plus. Ça vient avec aussi quelques contraintes parce qu'on est énormément en fait sujet à de l'audit en fait de la part de nos clients et des institutions en fait de place. Donc je pense que c'est vrai que la finance est un petit peu spécifique à ce niveau-là. Super clair. Donc, on a vu différents points de vue sur Data Legacy avec vous trois, et je trouverais ça intéressant que vous nous partagiez comment vous avez vu le legacy émerger. Edouard racontait le fait qu'en fait, avec un rachat, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait certaines contraintes qui apparaissaient. Claire, avec la partie nouvelle stack, l'ancienne, qui devient très longue d'un point de vue time to market. Claire, qu'est-ce qui a été les éléments, les premiers détecteurs que tu pourrais conseiller à la communauté pour dire attention, dans cette partie-là, peut-être qu'il y a du data legacy? Nous, vraiment, la première chose visible, ça a été de par les utilisateurs. Donc, voilà, on est dans la même salle que tout le monde et tout le monde se plaint tous les jours que le dashboard prend trop de temps à charger. Donc ça, c'est un peu on n'a plus envie d'entendre ces plaintes et qu'il faut qu'on agisse. Et après, quand on se rend compte qu'on devient vraiment un bottleneck pour le reste de l'entreprise et que en fait, notre stack actuelle, elle nous empêche de scaler, là, on se dit qu'il faut agir parce que sinon, voilà, on devient vraiment trop bloquant. Et c'est vrai que nous, on avait beaucoup de features qui se développaient, beaucoup de nouvelles sources de données qui allaient arriver. Et en fait, on prenait les sujets un à un et on était très lent par rapport au reste de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'en est rendu compte, quand on s'est rendu compte qu'on était un bottleneck pour le reste. Question de la communauté. On parle beaucoup de dette technique ou de différents aspects pour la gérer. En bonne pratique, est-ce que vous avez des exemples de guidelines que vous donnez dans vos équipes pour plus générer justement de la nouvelle dette sur la nouvelle stack? Parce qu'on peut rapidement arriver sur une nouvelle stack et finalement recréer rapidement de la dette. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez partager aujourd'hui? Je peux peut-être enchaîner si tu veux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses du software craftsmanship ou du manifeste agile qui peuvent vraiment s'appliquer, copier-coller au monde de la data. Quand on dit que voilà, la dette technique, elle apparaît quand on sait qu'on va devoir changer quelque chose, que c'est temporaire, approcher les problématiques par le test, c'est une première solution. Savoir, avant de développer un nouveau pipeline de transformation, qu'on peut le tester, savoir ce qu'on veut tester, savoir où sont quel est le ratio, quelles sont les valeurs limites à ne pas atteindre. Voilà, c'est des manières d'approcher le développement qui existent depuis très longtemps dans le monde du software engineering et qui, côté data, parce que dans la data, il ne faut pas se mentir, on a beaucoup de profils qui ne sont pas si tech que ça ou qui n'ont pas une culture software engineering. Et en fait, c'est des concepts qui ne sont pas encore, je trouve, c'est mon avis, qui ne sont pas encore très présents. Des concepts classiques d'approche par le test, le monitoring. Vraiment, c'est des choses
classiques et qu'on doit encore appliquer. Mais les équipes, de manière générale, et Claire, arrête-moi si je me trompe, surtout côté analytique, je trouve, sur la dernière année, ou sur les 2 dernières années, ont vraiment changé. C'est beaucoup plus technique qu'avant. Les gens savent faire beaucoup plus de choses techniquement, sur l'aspect code, quoi. Donc, on parlait des outils de no-code. D'ailleurs, il y a une question dans le chat là-dessus. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'en termes de compétences, les gens sont de plus en plus techniques dans le monde de la data. Ouais, c'est un très bon point. On le voit sur la partie data analyst et l'introduction du rôle de analytics engineer. Il y a un data analyst qui s'est inspiré du software craftsmanship, du software engineering, des bonnes pratiques pour versionner, pour mettre quelque chose à l'échelle, en fait. On a un peu le même phénomène aussi quand le cloud est arrivé et toute l'infrastructure as code. Comment tester ce code-là? Parce que du coup, l'infrastructure devient du code. Donc, comment le tester? Comment tester notre infrastructure? Donc, on a eu ce mouvement aussi d'un point de vue data avec cette notion de data ops où on récupère un peu aussi la partie opérationnelle du cloud. Donc oui, il y a beaucoup de bonnes pratiques dans ce sens-là. Le software craftsmanship peut être appliqué à de nombreux domaines. Le fait que la data soit un peu de côté, finalement, on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques pour les mettre en place dans notre domaine et tester nos modèles, tester la donnée en entrée, en sortie et voir comment ça se comporte. De la même manière que typiquement l'infrastructure ou les SRE aurait le chaos engineering, essayer de bouleverser un peu la plateforme pour voir comment elle répond. Ce qui est tout à fait le cas, notamment quand les données prennent des formes différentes, une volumétrie différente, des formats qui changent, etc. C'est bien d'avoir ces tests qui protègent et qui évitent de créer du legacy. Est-ce que vous avez d'autres guidelines que vous avez d'un point de vue analytics, Claire, de ton côté, sur DBT? Est-ce que vous avez une façon de travailler sur cet environnement-là pour s'assurer que voilà, DBT, il n'y ait pas plusieurs DBT, qu'il n'y ait pas un gros DBT qui bloque tous les modèles? Est-ce que vous avez réfléchi à ces aspects? Alors nous, on a pas mal réfléchi à ces aspects, d'autant plus qu'on a fait le choix d'ouvrir notre stack data à l'ensemble de la tech. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a nos équipes tech qui poussent de la donnée sur DBT pour pouvoir l'exposer dans une application par la suite ou pour pouvoir nous fournir la donnée. Donc, ça nous a un peu bousculé dans la création de guidelines, parce qu'avant, on n'était pas nombreux, donc on faisait ça en bonne entente, on va dire. Et donc là, ça nous a aidé, ça nous a obligés à préciser nos guidelines. Mais je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, parce que c'est un domaine où il y a encore, qui est assez nouveau finalement, le data modeling, et où il n'y a pas, disons, de one way to do. Il n'y a pas un bouquin qui explique comment il faut faire pour tout le monde, toutes les entreprises, tous les use cases. Et du coup, on apprend un peu en faisant. Donc, on développe des choses. Parfois, ça devient un peu trop complexe et on se demande ce qu'on a mal fait et on établit des guidelines pour corriger ce qui a été mal fait dans le passé. Donc, je dirais qu'on a des guidelines. On a, par exemple, un Notion avec des bonnes pratiques de naming, de modeling. Mais on est toujours obligé d'en rajouter quand on voit qu'on arrive à quand même construire de la legacy sur le modeling dessus, quoi. Je vais peut-être rajouter juste une chose assez concrète qui me vient à l'esprit sur ce qu'on essaie de mettre en place, nous. Airflow, c'est un outil qui est utilisé beaucoup dans la data pour orchestrer les transformations, la gestion. Nous, en l'occurrence, on orchestre DBT et les requêtes DBT avec Airflow. Nous, on essaie d'avoir une équipe transverse, core, qui gère, par exemple, un monorepo Airflow pour éviter d'avoir différentes équipes. Alors, quand on travaille sur Airflow avec Airflow sur GCP, on utilise Composer. Donc, en fait, on pousse tous nos DAG tous les scripts vers un seul et même bucket. Ça, c'est un exemple très concret de choses. On peut mettre des guidelines en place pour aligner les différentes équipes qui vont toutes avoir besoin, toutes les équipes data, que ce soit Science, Analytics, BI ou l'aspect transformation ou gouvernance, ils vont tous avoir besoin au bout d'un moment d'orchestrer quelque chose. Donc, ils vont devoir utiliser Airflow. Ils ont des niveaux de technicité qui sont plus ou moins différents. Donc, mettre en place des guidelines et éviter que ça parte en branche sur des différents projets, différents repositories qui sont hébergés à droite à gauche, ça permet de garder le contrôle un peu sur ce qui se passe et de s'assurer qu'on ne crée pas trop de legacy de technique. Exactement. Et pour revenir sur Airflow, c'est un très bon exemple, à vrai dire. C'était un outil qui a été créé par Airbnb dans une communauté un peu de data qui a été open sourcé
et qui était très difficile à maintenir. Je me rappelle des premiers DAG, justement, des premières créations de ces schedulers qui étaient vraiment difficiles à obtenir. Et on a eu différentes plateformes qui, comme tu le cites sur GCP Cloud Composer, c'est juste un Airflow managé. Donc, c'est enlever toute la gestion de l'infrastructure, la scalabilité, etc., et de le gérer par GCP, et de se concentrer sur nous, ce qu'on veut faire d'un point de vue DAG en Python, donc avec ces schedulers qui vont piloter. Donc ça, c'est vraiment un changement. Et en effet, un Airflow distribué, c'est toujours compliqué parce qu'on a une infrastructure pour de multiples usages. Donc, il faut arriver à bien savoir découper ses ressources, qui utilise quoi et quand. Donc, c'est vraiment un bon exemple. Et oui, mettre en place des guidelines pour savoir comment on fait au départ, c'est le prérequis parce que si on fait un peu de manière itérative avec beaucoup d'use cases différents, ça peut venir très, très lent globalement aussi, que ce soit on-premise ou que ce soit dans GCP ou ailleurs. Edouard, il y avait une petite question pour revenir sur l'index de qualité que vous avez mis en place. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, alors on en a plusieurs. Pour faire simple, il y a différents niveaux en fait chez nous de mesure de qualité. Premier truc, en fait, c'est on a encore une fois sur cette partie data, on a un business model qui est assez simple. On prend n sources, un catalogue, grosso modo, on les met à un modèle unique et on revend ça. Donc l'étape 0, c'est en fait savoir sur une de ces sources-là si les données sont disponibles ou pas, et rafraîchies le jour même. Si ce n'est pas le cas, ou en tout cas si ce n'est pas rafraîchi à la fréquence habituelle, bah, du coup, on a un problème. Donc ça, c'est le premier niveau de mesure de qualité. Le deuxième niveau, il est un peu plus fin. En gros, on va commencer à regarder un petit peu ce qui est dans la source de données en elle-même. Donc pour nous, c'est des contrats financiers sur un set de personnes données. Donc si on voit qu'il y a des variations trop fortes sur le volume de contrats auquel on s'attend ou sur le volume de personnes ou de foyers concernés, bah, on a un problème en fait, on le diagnostique aussi. Et le numéro 3, en fait, c'est on va encore plus finement dans véritablement ce que nous envoient nos partenaires ou ce qu'on récupère chez eux, qui est en fait un contrat financier en tant que tel. Et aujourd'hui, on est capable en fait de recalculer complètement la performance, je ne sais pas, d'un contrat financier dans lequel vous avez acheté des actions, on va dire Air Liquide, ce que vous voulez. Et en fait, on compare ce qu'on a dans le contrat vis-à-vis en fait de ce qu'on observe nous sur les flux boursiers. Et du coup, après, si on se rend compte, déjà, sujet numéro 1, que le contrat, par exemple, a un taux de rendement à 600%, c'est pas vraiment un truc qui se trouve sur le marché, on va dire. Enfin, j'aimerais bien, hein, mais auquel cas j'arrête juste de travailler et puis c'est parti. On se dit qu'on a un problème. Et deuxièmement, quand on compare ça en fait aux informations boursières standards, on voit qu'il y a une variance qui est trop forte, on considère qu'on a un problème aussi. Et ça ouvre en fait automatiquement des tickets. Et donc en fait, c'est un peu ce type d'analyse qu'on a. Donc il y a effectivement différents niveaux. Et c'est pour ça aussi qu'on est capable de rentabiliser quelque part la partie index de qualité un peu plus poussée, parce que justement faire des comparaisons à la maille contrat vis-à-vis en fait des informations boursières qu'on peut avoir d'Euronext et compagnie, ça a de la valeur en fait aujourd'hui. Super clair. Tout ça, ça me fait penser à est-ce que vous avez un index, vous, Claire, Victor, de votre côté, de qualité, on va dire, ou est-ce que dans le backlog, vous traquez cette dette technique, vous la traquez aussi dans qualité de données? Est-ce que quelque part, on peut, si je viens chez vous, voir rapidement, en fait, quel est l'état de cette dette ou comment travailler dessus? Alors nous, ça fait partie des chantiers qu'on a dans le futur. Mais en fait, on commence surtout par des choses assez basiques, de tests vraiment de freshness, par exemple, de la donnée. Enfin, vraiment, on a mis en place que les tests les plus critiques sur les données qui servent à feeder les KPI les plus importants, par exemple. Et après, il faut qu'on continue à construire là-dessus pour monitorer la qualité de la donnée, mais c'est un gros chantier, donc on est encore dessus, quoi. Nous, de notre côté, c'est très concrètement, ça sera, on va essayer de mesurer le nombre d'incidents, le temps qu'il nous faut pour sortir des transformations, des features. Mais après, en termes de legacy, source de données, c'est assez facile finalement avec DBT de savoir ce qui vient de quel système. Donc, quand on est encore dans une phase, tout à l'heure, je ne suis pas allé finalement au bout, mais notre base Greenplum, on l'a décommissionnée en décembre. Donc, en fait, on a eu les deux systèmes en parallèle pendant des années et des années. Enfin, pendant 3 ans. Mais du coup, on peut identifier facilement les sources qui viennent du système legacy et ce qui est du nouveau système, de la nouvelle infrastructure, quoi. Avec des outils comme le linéage de DBT, c'est assez, on peut mapper. D'ailleurs, je vous conseille, ceux qui utilisent DBT, de faire de la customisation sur les couleurs, sur plein de choses, sur le linéage, parce que ça peut donner des insights assez intéressants sur justement la qualité et globalement le mapping de l'infrastructure.
Alors, je vois le temps qui file. Basé sur vos expériences et chacun de vos témoignages, à la communauté de TechRox qu'on a aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donneriez pour justement anticiper cette dette ou mieux la gérer, en 2-3 apprentissages que vous avez de votre côté à partager? Peut-être, si je peux me permettre, il y a un truc que je trouve intéressant et ça rebondira sur ce qu'avait dit Victor à un moment. En fait, nous, on essaie de considérer le software engineering et le data engineering de manière assez similaire. En fait, on a un gros enjeu de professionnalisation des équipes sur tout un tas de sujets, en fait, les réflexions d'architecture, typiquement. Nous, aujourd'hui, on essaie de faire sur la partie data une réflexion d'architecture par projet, où à la fin, on est capable, en fait, de sortir un prix du produit, en fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, on a réfléchi en termes d'unité compute combien on va consommer, d'unité de stockage combien on va consommer, si on met une marge par-dessus, ce que ça va faire, le support qu'on va avoir associé, et ainsi de suite, vis-à-vis d'un niveau de performance attendu. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place. Je dois avouer que ça se met doucement, on va dire, en mouvement. Mais on a toutes nos problématiques en fait, d'opérabilité qu'on a également dans le software. Donc on calque véritablement notre organisation data là-dessus pour la professionnaliser. Et ça semble être une recette qui marche. Donc peut-être à répliquer. Ouais. Vas-y, Clara. Moi, de mon côté, on a créé la dette, c'est les fois où on était on travaillait de façon réactive avec le business. C'est-à-dire le business venait avec des demandes et nous, on n'avait juste pas le temps de réfléchir à comment le faire bien. Alors qu'en fait, ce besoin, il existait depuis plus de temps que ce qu'on savait, quoi. Donc je pense que ça passe aussi mieux collaborer avec les équipes produits, les équipes business pour savoir en amont quels vont être leurs projets et nous pouvoir anticiper. Soit on peut influencer la façon dont ils veulent développer quelque chose pour que ça fasse plus sens d'un point de vue data, soit nous avoir le temps de planifier le travail pour le faire de façon bien plutôt que de le faire de façon shortcut à la dernière minute. Donc ça rejoint un peu le point de se dire il faut convaincre le business que c'est important de résoudre la data legacy. Il faut aussi convaincre le business que c'est important de travailler avec l'équipe data pour co-construire ensemble tous les outils data, quoi. Et moi, de mon côté, ça va aller vraiment dans le même sens, hein. La relation avec le business. Nous, alors, côté ingestion, on a développé une plateforme qui est très, très stable, enfin, qui est très résiliente maintenant, en termes d'ingestion. Alors, ce n'est pas du tout du no-code, au contraire, c'est très technique, ça fait intervenir plein de microservices, donc ça a été long à développer. Mais on a essayé d'avoir quelque chose pour communiquer avec les différents produits qui veulent envoyer, exposer de la donnée, de très stable et qui va nous permettre de gérer et de comprendre une fois qu'on a le concept global et d'appliquer pour tous les use cases, plutôt que de faire du spécifique à chaque fois. Après, il vient du coup l'étape de faire adopter cette solution pérenne, on va dire, très, très, très costaud, aux équipes qui gèrent la donnée. Et responsabiliser les équipes sur leurs données, sur cette volonté. En fait, en réalité, les équipes produits n'ont pas forcément la volonté d'exposer de la donnée. C'est des choses qui sortent complètement du périmètre de leur produit. Le produit data, et derrière ce qui lui arrive, le cycle de vie de ce produit data et des entités, même s'ils en sont responsables, parce que c'est eux qui la produisent, finalement, ça a peu d'impact sur leur produit intrinsèquement. Donc, il faut arriver à vraiment travailler avec eux pour que ça devienne pas une priorité, mais comment ça soit inclus dans les roadmaps, des choses comme ça. Et nous, je dirais que l'erreur serait de ne travailler qu'avec les produits qui fournissent la data pour les convaincre de la pertinence de changer de système, de devenir plus responsable de ce qu'ils produisent, de pousser la donnée plutôt que de nous laisser venir dans leur base. Je dirais que la meilleure solution, ou en tout cas les moments où ça a mieux marché chez nous, c'est quand le business comprend bien toute la stack et travaille directement avec le produit. Donc, comme dit Claire, oui, la data va être impliquée et ils vont travailler avec nous, c'est sûr. Mais nous, chez VP, la data, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'intermédiaires. Donc, en fait, multiplier les intermédiaires, ça met beaucoup aussi de flou sur qui est responsable de quoi. Et ça augmente beaucoup le temps, le time to dashboard. Donc, arriver à faire travailler, à orchestrer la discussion, et chez nous, c'est le rôle de la gouvernance, en l'occurrence, qui fait ça très bien, qui orchestre la discussion entre les besoins business et les produits qui sont responsables des entités qui sont nécessaires aux analyses derrière.
Donc voilà, mettre vraiment l'accent sur faire comprendre au business, comme disait Claire, l'impact de tout ça, la pertinence de tout ça, et les faire communiquer avec le produit, à la fin ceux qui produisent la donnée, pour les convaincre aussi de prendre le train en marche, quoi. Super, merci à tous les 3 pour ces témoignages, c'était vraiment, super intéressant. Donc on voit que la dette technique, en fait, d'un point de vue data, ça a des impacts, qu'il faut y agir dessus collaborativement, trouver des solutions, mais la rendre visible, parce qu'en fait, financièrement parlant, ça peut avoir un impact. On peut les découvrir comme avec Edouard, on peut ralentir un peu avec Claire et dire on va miser sur le futur, mais tous ensemble, il faut prendre une décision parce que ça a un impact. Ou comme avec Victor, en disant qu'il y a un changement de modèle, un changement de stack, et on va être plus rapide, on va pouvoir faire autre chose et investir du temps ailleurs pour construire des nouveaux produits ou des nouvelles fonctionnalités ou étendre sa zone géographique. Donc tout ça, tous les challenges finalement de la data dans la dette technique, c'est un peu les mêmes que dans les autres domaines. Donc il faut s'en inspirer, prendre les bonnes pratiques et rendre visible le travail de vos équipes data pour qu'elles puissent aussi répondre aux futurs usages. Un grand merci à tous et merci à la communauté. Vous pouvez rester, on va partir sur des tables juste après pour discuter ensemble. Merci beaucoup, Florent.